nouveau sujet du bac 2024 est sorti. Hier, les élèves ont eu la chance d'aller attaquer cette épreuve terrifiante et on va revoir ensemble ce premier exo de proba qui a été méchant. J'ai consulté rapidement, il y avait le premier exercice, il a l'air assez, j'ai trouvé hyper cool et hyper intéressant. Et donc l'idée ce serait marrant qu'on le revoie ensemble et qu'on voit comment on aurait pu l'attaquer comme un élève, de terminale en conditions réelles. Voilà, je précise que j'ai pas consulté le sujet avant, je le découvre comme vous, donc il y a moyen que je bug à des moments. C'est normal. Et c'est même le but du sport, c'est le but de l'exercice. Donc il y a un exercice à 5 points, juste pour le sujet du bac, un deuxième à 5 points, et ensuite j'ai un 6 points, 5, 5, 6, 4 du coup, ok? Ok. Ok, donc j'ai un gros problème, enfin un problème à 6 points, un truc qui a l'air un peu long, mais il a 5 points, donc je comprends pas, parce qu'il y a beaucoup de parlotte. Et un exo de proba, 5, le dernier c'est les affirmations. J'ai vu affirmation quelque part. Voilà, enfin bon. Indiquer si elle est vraie ou fausse et justifier. Ok, ok, d'accord. Ok, donc on part sur cet exo de proba qui a l'air assez cool, mais pas trop compliqué. Donc on va essayer de le prendre étape par étape. Et puis l'idée est de montrer que voilà, quand on lit la question, on écrit ce que demande la question, il n'y a aucune surprise. C'est vraiment pas compliqué, j'espère. Donc c'est parti. Donc exo 1, je me mets sur ma feuille exercice 1 et je commence mon baccalauréat comme un champion. Question 1. Alors, on dit, la directrice d'une école souhaite réaliser une étude auprès des étudiants qui ont passé l'examen de fin d'études pour analyser la façon dont ils pensent avoir réussi l'examen. Ok. Pour cette étude, on demande aux étudiants à l'issue de l'examen de répondre individuellement à la question pensez-vous avoir réussi? Est-ce que tu penses avoir réussi? Seules les réponses oui ou non sont possibles. On observe que 91,7% des étudiants interrogés ont répondu oui, je pense que j'ai réussi. Ok, on comprend. Il y a un pool d'élèves, la directrice elle en prend, elle les fait passer un par un, elle leur pose chacun la question est-ce que tu penses avoir réussi? Oui ou non? Et voilà, ils répondent oui, je pense que j'ai réussi, et l'autre il répond non, je pense que je me suis foiré. Très bien. Suite à la publication des résultats de l'examen, on découvre que là, ok, les résultats sont publiés, donc on connaît on connaît les notes. 65% des étudiants ayant échoué ont répondu non. 98% des étudiants ayant réussi ont répondu oui. Donc là, je sens bien voir, là, je vois le truc ici, et c'est ce que je me disais aussi, c'est qu'on a observé deux choses. Donc j'ai une masse d'étudiants, j'ai ceux qui ont... J'ai observé deux choses, après on verra la représentation, mais c'est soit j'ai réussi, j'ai pas réussi, dans la vraie vie, c'est-à-dire que j'ai une bonne note, j'ai pas une bonne note. Soit on a aussi l'observation qui est, on a posé la question à chacun avant, est-ce que tu penses avoir réussi ou pas? Donc c'est, je pense que j'ai réussi, je pense que j'ai pas réussi, versus j'ai réussi vraiment et j'ai pas réussi vraiment. Ok. Et ensuite là on a une série de probas. Alors on découvre que 65% des étudiants ayant échoué ont répondu non. Ok, donc ceux qui ont échoué, des étudiants qui ont échoué, 65% d'entre eux ont dit, avaient répondu non à si t'avais réussi ou pas. Ok. Donc si j'ai déjà échoué, alors, donc là, j'imagine, réussi barre, tu vois, donc R ça doit être réussi. Voilà, R c'est l'étudiant a réussi l'examen, donc j'ai pas réussi. Donc 65% des étudiants ayant échoué, ils sont là. Donc, quand on leur avait posé la question, voilà, ils ont répondu non. Donc c'est là. Donc mon 65% c'est ici. C'est de toute cette famille qui a échoué, quand on leur avait posé la question, donc on prend comme ça. Je sépare tous les étudiants qui ont échoué et je leur demande, sans leur donner la note, bah, je sais qu'ils ont échoué, je leur demandais est-ce que tu penses avoir réussi ou pas? Et il me dit, là on a observé par les faits que 65% ont répondu non. Ok, 65 sur 100 d'entre eux me diront non, je pense que je me suis viandé. Ok. 98% des étudiants ayant réussi, je prends ceux qui ont réussi, ont répondu oui. Donc de ceux qui ont réussi, on leur a demandé, leur a posé la question est-ce que tu penses avoir réussi ou pas? 98% ont répondu oui. Donc c'est ça. Cool.
On interroge au hasard un étudiant qui a passé l'examen. Évidemment, si j'ai celui-là, je peux déduire celui-là. C'est le complémentaire. Donc ça fait 100%. Ça et ça fait 100%. On interroge au hasard un étudiant qui a passé l'examen. On note R l'événement. L'étudiant a réussi. Ok. 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 L'air a. Ok. Donc oui, il a vraiment réussi. Donc R c'est comme réel, si tu veux. Dans la vraie vie. Donc il a réussi l'examen, alors que Q, c'était l'événement question. Voilà, l'étudiant a répondu oui à la question. Q comme question et R comme réel. Ou réussi. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Le, le mec qui a fait l'examen. Alors pour un événement A quelconque, on note P de A sa probabilité. Ouais, classique. Et A bar son événement contraire. Classique. Tout l'exercice et probabilités sont si au besoin. Arrondi à 10-3 près. Bon ok. Très bien. Préciser les valeurs des probabilités PQ et PQ bar, sachant R bar. Alors, préciser, donc déjà, c'est pas un calcul. Donc ça sent la lecture d'énoncé. Je pense que c'est ce qu'on s'est dit en fait. En lisant l'énoncé, on a essayé de l'interpréter, donc c'est ça, question 1. Donc on me demande PQ, donc PQ c'est quoi? Donc Q c'était... C'est où? Là. Q. Donc on note Q l'événement, l'étudiant a répondu oui à la question. Et on a posé la question est-ce que tu as réussi ou pas? Il a répondu oui. Donc la probabilité PQ, c'est la probabilité que quand je t'ai demandé si t'as réussi ou pas, t'as dit oui. Est-ce que je l'ai ça ou pas? Ça c'est quoi? Ah bah c'est ça. 91,7% des étudiants interrogés ont répondu oui. Donc ça c'est PQ. Donc là j'écris direct, je suis parti. Donc je vais dire d'après les lancés, PQ c'était 91 quelque chose. 91,7%. Ok, cool. Ok. La suite, on me demande maintenant PQ bar sachant R bar, c'est-à-dire Q bar, Q l'événement, l'étudiant a répondu oui. Donc la probabilité qu'il ait répondu non, parce que c'est Q bar, hein, c'est l'inverse. La probabilité qu'il ait répondu non, j'ai pas réussi, sachant qu'il a pas réussi vraiment dans le réel. Sachant qu'il a pas réussi l'examen, la probabilité qu'il ait répondu non à la question. Donc je vais voir l'énoncé. Quand on dit préciser, je suis sûr que ça doit être quelque part ou ça doit pas être compliqué. Donc je prends celui-là. 65% des étudiants ayant échoué, donc R bar, qui sont déjà dans R bar, sachant que j'ai échoué, sachant que j'ai pas réussi, donc échoué. Donc 65% des ayant échoué ont répondu non. Donc ont répondu Q bar. Donc ça c'est pareil. P, la probabilité que j'ai vraiment échoué, pardon, que j'ai répondu, j'ai échoué alors que j'ai vraiment échoué, c'est l'énoncé qui me la donne. Ça, c'est 65%. Ah, dégueulasse, multiplié par dégueulasse. Ok, tac. Je suis pas un Picasso, hein. Question 1 terminée. Boum, on avance, le temps avance. Je suis au bac là, je rigole pas. Donc on note X la probabilité que l'étudiant interrogé ait réussi l'examen. Ok. C'est quand même hyper cool qu'ils aient mis le schéma en fait. Parce que j'ai pas à y penser tout seul à comment je le construis. J'ai deux manières de construire ce schéma. Soit je divise en Q puis RR bar, Q bar, RR bar, soit je pars en R et je distribue en Q bar. Ouais, voilà. Parenthèse fermée. Donc là c'est cool qu'ils me disent ça. Donc on me note X la probabilité que l'étudiant ait réussi l'examen. Ok, ok. X c'est la probabilité de réussir. Recopier et compléter l'arbre pondéré. Ok, je pose pas de questions, j'ai pas le temps, je recopie. L'arbre, donc je pars de mon univers, hein, je pense. Je pars de mon univers. Eux, ils choisissent de dire, je prends la population, je les sépare en ceux qui ont réussi, ceux qui n'ont pas réussi. Et ensuite, j'ai une deuxième info à observer pour chacun d'eux. À chaque fois, je dirais, de ceux qui ont réussi, je leur ai posé la question, ils m'ont répondu Q. De ceux qui n'ont pas réussi, j'ai posé la question, ils m'ont répondu Q bar. Attends, je vais essayer de le faire plus loin quand même. J'ai de l'espace en plus. Q, Q bar. De ceux qui n'ont pas réussi, j'ai posé la question. Un certain nombre m'ont répondu Q, un certain nombre m'ont répondu j'ai réussi, j'ai pas réussi. Ouais, soit dit en passant, nous avant on avait déjà des trucs ici. Nous on avait
P de Q bar, sachant R bar. Donc sachant que je suis R bar, sachant que j'ai pas réussi l'examen, quand j'ai posé la question as-tu réussi, ils ont répondu non, je sais que j'ai 65%. Ok. Ok. Donc c'est la probabilité de Q bar, sachant que je suis dans R bar, sachant que les gens n'ont pas réussi. Quelle est la proportion qui m'a répondu Q bar? 65%. Et donc par conséquent, je peux déduire ici tout de suite, là c'est 1 moins 65. Parce que là de la population R bar, je l'ai réparti tous. Donc il faut que je retrouve tout le monde, il faut que je retrouve 100%. Donc là j'ai 1 moins 65. Là je déduis moins 35. Ok, cool. Là par contre je suis pas sûr d'avoir l'info. Là j'avais P de Q. Ah mais P de Q c'est compliqué parce que P de Q t'as des Q là et t'as des Q là. En vrai si je veux P de Q, moins 91,7 en vrai c'est ce chemin là et ce chemin là. Plus j'ai deux manières d'avoir des Q en fait. Donc il faut que je somme les deux chemins en vrai. Donc, bon on me le demande pas donc je me casse pas la tête. Donc recopier. Bah là j'ai déjà recopié non? Bah ça je sais pas. Bah recopier et compléter l'arbre pondéré. Bah pour moi je m'arrête là. Ah oui pardon. J'ai du X et j'ai du 1 moins X. Ok. Donc la probabilité tout court d'avoir réussi c'est X et la probabilité juste de pas avoir réussi, quelle que soit la réponse après, on s'en fout. Juste la probabilité de pas avoir réussi c'est 1 moins X. Ok ça je sais. Maintenant on me dit montrer que X vaut 0,9. Mhm. C'est B ou pas? B, ouais. Donc ça c'est la question 1. Pardon, c'est petit a. Et là j'ai petit b. Donc montrer que x vaut 0,9. Comment on va montrer que x, ici ça vaut 0,9? Je vais utiliser les données que j'ai. J'ai un P de Q. X, la probabilité que l'étudiant interrogé ait réussi l'examen. Ok. Ok. Ok, ok. 98% des étudiants ayant réussi ont répondu oui. Soit dit en passant. Attends. Seules les réponses 1. 91,7% des étudiants ont répondu oui. Ok, je vais utiliser ça parce que lui il est global. Lui c'est une stat globale et j'ai la valeur. C'est P de Q. Donc c'est vraiment un P de Q sur le long chemin et donc le long chemin comprend X si tu veux. Ça c'est mon intuition. Donc mon intuition elle dit en gros je sais que P de Q c'est la probabilité qu'il ait répondu je pense avoir réussi. Ça c'est 91 points je crois 7. Ok. Mais comment se construit ce P de Q? Donc ce P de Q, il dit, j'ai deux manières d'avoir répondu. Enfin, t'as deux. Les étudiants qui ont répondu, je pense avoir réussi, se retrouvent dans deux groupes. Dans la groupe de ceux qui, enfin, les deux, donc les deux pensent avoir réussi, mais ils se retrouvent dans le groupe de ceux qui ont vraiment réussi et dans le groupe de ceux qui n'ont pas vraiment réussi, de ceux qui n'ont pas, ceux qui ont échoué. Donc finalement, la probabilité de Q, c'est la somme de probabilité des deux. Donc c'est P. On peut dire que c'est ben, P de Q. Euh, Sachons. Alors c'est P de Q, sachant R fois X. Hein, c'est cela. Plus mon P de Q, cela. Pardon, excuse-moi, c'est cela. Non, je veux juste ceux qui ont répondu Q, ok. Sachant R bar fois la probabilité qui va avec ici. 1 moins X. Ok. Donc ce que je dis, c'est que la probabilité donc, que quelqu'un ait répondu, je pense avoir réussi, ça on me l'a donné dans l'énoncé. C'est 91,7. Et d'ailleurs c'était la question 1. Donc quelque part c'est cohérent parce que j'utilise les réponses d'avant. Simplement j'explicite ce que ça veut dire être 91,7. Moi ce que je veux c'est X, hein, on est d'accord. C'est la probabilité d'avoir réussi.
Je vais dire simplement que pour avoir ce 91.7, on avait dû utiliser X, justement. C'est ça que je fais apparaître. Donc j'écris que ben, c'est cette population qui est ici et cette population qui est là. Et donc je vais avoir la probabilité, je vais utiliser la probabilité qui est bah, qui m'amène ici et la probabilité qui m'amène là. Voilà. Parce que j'ai finalement deux séries de, c'est pas des séries d'événements, mais deux scénarios qui peuvent m'amener à avoir cette même réponse Q. Donc maintenant, je vais juste analyser le problème. Ça, c'est pas faux d'écrire ça, mais est-ce que ça m'aide ou pas, honnêtement, enfin, j'en sais, enfin, je suis pas sûr que ce soit ça encore. Donc x c'est une variable, je la cherche. Donc ça, c'est bon. J'ai une équation en x. Donc j'ai du x variable. Et en gros, j'ai une équation avec du x qui est égal à un nombre réel que je connais. Donc ça, c'est cool. Donc là, j'ai une inconnue a priori. À part, justement, ces deux problèmes. Donc en vrai, si j'arrive à avoir les deux ici, eh ben, ça revient à avoir une équation classique à une inconnue. C'est comme si j'avais 12 égale 2 fois x plus 3 fois 2 moins x. C'est une équation en x, en une inconnue, une équation à une inconnue. Ça, je sais résoudre. Donc, je vais vérifier ce que j'ai comme info déjà. Donc, dans mon arbre, je sais que j'ai P de Q sachant R. P de Q sachant que je suis dans R, ça, là, j'ai pas. Ok. Ça, j'ai pas. P de Q sachant R bar. R bar, Q, ça, je sais. Ça, c'est 35%. Ok. Donc le problème que j'ai maintenant, moi, c'est P de Q sachant R. Comment je peux me débrouiller? Donc ce que je cherche, c'est... On cherche... donc là, on cherche à calculer P de Q sachant R. Alors, P de Q sachant R, P de Q, donc c'est ceux qui ont réussi, enfin c'est ceux qui ont répondu oui du pool de ceux qui ont réussi. Ok. Bah, je vais l'expliciter, donc je vais dire que P de Q sachant R, bah, je vais juste dire ce que c'est la formule. Cette formule PQ sachant R, elle représente dans la vraie vie, c'est une façon courte d'écrire P de Q inter R, donc ceux qui à la fois ont réussi et ont répondu oui, divisé par P de R. Ok. Ok, ok. Et, et ok. Et ok, ok, ok. Et maintenant, qu'est-ce que je peux utiliser qui va m'aider? Donc P de R, je l'ai, hein. P de R, justement, ça c'est X. P de Q sachant R. Pardon, bon. P de Q inter R. Ça, je l'ai pas. Ok. Je vais voir dans mon énoncé s'il y a quelque chose qui peut m'aider. Il y a un chiffre que j'ai pas utilisé, c'est le 98%. 98% des étudiants ayant réussi ont répondu oui. Ça veut dire quoi ça? 98% des étudiants ayant réussi ont répondu oui. C'est-à-dire c'est si... Alors, attends. Des étudiants ayant réussi, donc de ceux qui ont réussi. Attends, oh, attends, mais c'est exactement ça en fait. 98% des étudiants ayant réussi ont répondu oui. Bah, c'est ça. Je suis débile en fait. Ça, c'est 98%. Et ça, c'est 2%. Donc en vrai, j'ai tout en fait. Donc ça, j'ai pas besoin. Tu vois? Comme quoi, la preuve que je découvre le sujet avec vous, les amis. C'est ça, hein, j'ai pas de bêtises, attends. Hein, 98% des étudiants ayant réussi, donc de groupes ceux qui ont réussi, et ben 98% d'entre eux ont répondu oui. Donc ça, c'est 98%. Cool, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc là, ça, c'est 98%. Du coup, finalement, mon P2Q, finalement, je me récupère un... Attends. Bah, c'est pas, je vais pas l'effacer. J'ai gardé comme ça. J'ai gardé P, donc P2Q.
qui vaut 80. En réalité, c'est plus 91,7 parce que je suis sur la partie calculatoire. Donc je dis que ça, c'est la même chose que dire 98% de x plus 35% de 1 moins x. Ok? Donc c'est cette partie qui m'intéresse. Donc j'ai un nombre est égal à une espèce d'équation x. Et le but, c'est de déterminer x. Ok? Donc cool, je vais essayer d'isoler le x. Soit dit en passant, je vois des pourcents partout. Donc je vois pourcent, pourcent, pourcent. Donc si je divise à gauche et à droite par 100, je pourrais simplifier les pourcentages. Mais bon, on va pas se compliquer la vie pour l'instant. On va dire 91,7%. Donc ça, bah, je vais développer. Je vais aller doucement. Donc je vais dire c'est 35% fois 1. Donc je développe mon 35% dans ma parenthèse. Donc c'est 35% fois 1, donc c'est 35%, moins 35% fois x. Ok? Donc là, je veux isoler le x. Donc 35%, je le repasse à gauche. Là. Donc finalement, je vais récupérer 91,7% moins 35%. C'est égal à ce qui me reste, lui et lui. 98% de x moins 35% de x. Je termine mon calcul. Donc ceci, je suis un feignant, je suis pas un feignant. Ouais, je suis pas un feignant. Donc 91,7 moins 35, ça fait combien? Alors ça fait 56,1. 56,7, pardon. Je dis pas de bêtises. Et 98% de x moins 35% de x, ça c'est la même chose que dire, soit dit en passant. 98% moins 35%, le tout de x. La factorisation. Ok. Donc, voilà, 98 moins 35, là ça fait 65 moins 2 en gros. 65 moins 2, 63% de x. Et du coup, je dégage x qui vaut. Donc, j'écris la formule qui est 56,7% sur 63%. Qu'est-ce que c'est mal écrit? Les pourcents se simplifient. Je fais mon calcul. 56,7. Je prends une calto sur mon téléphone portable. Je fais le calcul 2 minutes. Elle est où? J'ai plus de batterie, évidemment. 63, hein, c'est ça. 0,9. Et donc. Ah oui, bah c'est ce qu'on me demandait en fait. Je suis débile. Donc on retrouve bien que x vaut 0,9. Je crois que c'était ça. Ouais, montrer que x est égal à 0,9. Cool. Ok, ok. Je continue. Donc après, je peux compléter mon arbre, hein, en vrai. Donc là, il devient plus sympa. Donc mon arbre, il devient ici 0,9 et 0,1. Ok. J'ai toute l'image là. Donc j'ai toute l'image, c'est bon. Ensuite, je continue. L'étudiant interrogé a répondu oui à la question. Quelle est la probabilité qu'il ait réussi à l'action? L'étudiant interrogé a répondu oui à la question. Ok, donc c'est. Quelle est la probabilité qu'il ait réussi l'examen? Ok, donc il me donne une autre arborescence que celle-là. En gros, il me dit, sachant qu'il a répondu oui à la question, quelle est la probabilité qu'il ait réussi? C'est ça qu'on me dit. On me dit, l'étudiant interrogé a répondu oui à la question. Je le sais, donc c'est la même chose que dire sachant. C'est vraiment par définition, c'est je sais. Ça, sachant. Donc il a répondu oui à la question, donc je sais qu'il est dans Q, il n'est pas dans la partie Q bar. Des gens qui ont répondu j'ai échoué. Il est dans la partie dans le sous-groupe des gens qui ont répondu oui, donc je pense avoir réussi. Donc je suis sachant Q. Quelle est la probabilité qu'il ait réussi? Donc on cherche la probabilité. C'est quelle question? 4 ou 3? 3. Donc on cherche P qu'il ait réussi.
sachant qu'il m'a dit qu'il avait pensé avoir réussi. C'est ça, hein? Il a répondu à la question. Donc j'ai P de Q, P de R sachant Q. Je reviens à mon arbre. Le problème que j'ai, c'est que moi, on me demande un R sachant Q. Alors, quand je construis mon arbre de cette manière-là, je peux dire P de Q sachant R. Donc, je pars de mon univers de tous les élèves, j'ai ceux qui ont réussi, ceux qui n'ont pas réussi, et puis à chacun, je demande, t'as réussi, qu'est-ce que tu penses de ton examen? Là, non, on me demande, je sais, donc tout mon univers, je l'ai réparti, une autre répartition de mes élèves. Donc, je prends tous mes étudiants et je dis, je considère, il y en a la. Je les sépare en ceux qui m'ont répondu j'ai réussi, ceux qui m'ont répondu j'ai pas réussi. Puis à chacun, je vais aller vérifier s'ils ont vraiment réussi ou pas réussi dans chacun des deux sous-groupes. Ceux qui ont répondu oui, je pense que non, je pense que j'ai foiré. Ok, cool. Donc, ce qu'on me demande, donc c'est P de R sachant Q. C'est cette proba-là. Ok. Bon, bah moi je vais écrire, hein. Je vais dire que, je vais dire P de R sachant Q. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela, ça signifie dire c'est P de R inter Q divisé par P de Q. Alors moi, dans mes cours de proba, je sais que ça m'interpelle. Enfin, cette formule-là, tout de suite dans ma tête, P de R sachant Q, je l'ai toujours dans un coin de ma tête. Jusque-là, on l'utilisait pas avant. J'ai failli l'utiliser ici, mais finalement, il n'y avait pas besoin. Mais dans un coin de ma tête, je sais toujours que ça vaut ça. Mais ce qui est intéressant quand j'ai des arborescences comme ça, quand j'ai deux façons de représenter le problème, R, Q sachant R, ou R sachant Q, je sais qu'une façon de transiter entre une arborescence et l'autre, ils ont un point commun, qui est que c'est ce P de R inter Q. Ok. Donc moi, ce qu'on me demande, je reviens au problème, donc on me demande de chercher P de R sachant Q, donc j'écris ce que c'est. Mais moi, je sais qu'avant, avant, on avait un arbre complet. On s'est quand même bien cassé la tête jusque-là à construire tout ça, à répondre à toutes ces questions. Donc là, j'ai de l'info en fait. Et ici, j'ai du P de Q sachant R. C'est 98%. Et donc je vais l'exploiter. Donc je vais dire, or, on sait que P de Q sachant R, dans l'autre sens, ça vaut 98%. Et ça, c'est la même chose que dire P de Q inter R sur P de R. Ok. Donc, P de Q inter R et P de R inter Q, je remarque ça, c'est la même chose. Ok, on peut intervertir, hein. A inter B et B inter A, c'est la même chose. Donc dire, donc finalement, ce que je cherche ici, c'est ça divisé par ça. Ça, je l'ai. P de Q, je crois qu'on c'était la première question, si j'ai ma mémoire est bonne. Voilà, c'était 91,7. Donc ça, c'était question 1. Ça, je l'ai, c'est 91,7. Ça, je l'ai pas. Donc l'idée, c'est comment je recherche ce truc-là. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais exploiter l'info que j'avais avant. Je sais que j'ai P de Q par contre, sachant R. Ça, c'est 90%, mais ça me fait intervenir le facteur que je cherche. Et P de R, je dois certainement l'avoir. Ah, P de R, c'est X. C'est 0,9. Donc ça, c'est 0,9. Ça, c'est 98%. Ça, c'est ce que je cherche. Donc du coup, j'extrais ce que je cherche de cette équation-là pour avoir ça. Et là, je l'injecte là-dedans. Je divise par le chiffre que j'ai et j'obtiens la réponse à ma question 3. Ok. Donc la manière de rédiger, c'est ça. Donc on cherche P de R sachant Q. J'explicite ce que c'est qu'être P de R sachant Q. Je dis que je montre que finalement j'ai l'info en bas, mais il manque cette info. Et j'invoque le moyen de retrouver cette info. Donc on dit, or on sait que P de Q sachant R, c'est... mes Q sont tellement mal écrits, 98%. Et donc c'est aussi la manière explicite d'écrire cette formule, c'est ceci. Donc je vais dire là, donc, je vais dire P de Q inter R, bah, ça vaut 0,9 fois 98%, si tu veux. Une règle de 3. Là, c'est simplement une règle de 3. Et donc ça vaut... reprends mon téléphone s'il a de la batterie. Donc c'est 0,9 multiplié par 0,98. Et en gros, ça me fait 0,882.
calculatrice. Ok? Et maintenant j'injecte. Donc, ouais, donc là, je sais pas, moi je vais mettre par exemple en reportant dans P de R sans champ Q, on obtient. Je fais quand même une phrase en français pour écrire l'histoire quand même. J'écris une histoire. Donc je lui ai écrit donc en reportant. Je réécris ce qu'il y avait là pour lui rappeler le contexte à ma correctrice. Donc là c'est la partie dont j'avais besoin. Donc enfin, c'est pas grave, je vais reporter. Donc je vais dire R inter Q sur P de Q. Or, ça, on l'a, c'est la même chose que ça. Donc, Q inter R ou R inter Q, c'est la même chose. Donc, la probabilité de ça, c'est la même chose que la probabilité de ça. Donc, ça, c'est 0,882 que je viens d'avoir ici. Sur P de Q, on a dit que c'était question 1. Ouais, c'est ça, c'était question 1, 91,7%. Et bah là, je fais un calcul, hein, c'est une division. Je prends ma calculatrice. Je fais ma division 0,99. 99 combien? 992 divisé par 0,917. Et là, j'ai 80. Alors, 16, 183. Parce que je me souviens bien que on m'avait dit tu arrondis à 10-3 dans l'énoncé. Ouais, voilà. Ok, cool. Donc là, j'ai ma réponse. Ok, boum, je passe à autre chose. J'avance. Le temps avance, le bac avance, je passe à autre chose. Alors, la note obtenue par un étudiant interrogé au hasard est un nombre entier entre 0 et 20. Ouais, les examens sont notés sur 20. Ok. On suppose qu'elle est modélisée par une variable aléatoire n qui suit la loi binomiale de paramètres 20, 0, 6, 5, 1, 5. Ok. Une certaine loi binomiale dont je connais les paramètres. Ok. La directrice souhaite attribuer une récompense aux étudiants ayant obtenu les meilleurs résultats. Uhum. Ok. À partir de quelle note doit-elle attribuer la récompense pour que 65% des étudiants soient récompensés? C'est là. À partir de quelle note doit-elle attribuer les récompenses pour que 65% des étudiants soient récompensés? Il faut que j'ai au moins une population de plus de 65% de mes étudiants qui ait une récompense. À partir de quelle note? Ouais, donc c'est les 65% meilleurs. Donc en gros, il faudrait que au-dessus de cette note-là, 65% ont eu plus que cette note. C'est ça l'idée, hein. Comment je peux écrire ça? L'idée c'est de dire on recherche une note, je sais pas, je vais l'appeler X, telle que 65%. Là, juste, je réécris la phrase, mais mathématiquement, quoi. J'explique à mon correcteur que j'ai compris la question. On cherche à une note X. Je fais pas encore de calcul, hein. Une note X telle que 65% des étudiants ont obtenu une note supérieure ou égale, hein, pour le coup, supérieure ou égale à X. Et 65% des étudiants, ça veut dire ça, c'est une probabilité, hein. Je vois 65%, dans ma tête, ça flash proba tout de suite. Donc c'est une partie, c'est une fraction, la fraction. Donc je sais que je cherche une note. Et attends, comment je vais écrire ça? La note obtenue par un étudiant interrogé au hasard est un nombre entre 0 et 20. Ok. Elle est modélisée par une variable aléatoire n. Ok, donc ma variable c'est n. Donc c'est une probabilité d'une variable qu'on observe. Donc on a une probabilité d'une certaine variable qui doit valoir 65%. Et c'est la probabilité que je cherche. C'est la note n telle que. Ah, on cherche une note x telle que 65% des étudiants ont obtenu une note supérieure ou égale à x. Supérieure, ouais, c'est ça. Pardon. Grand X. Je cherche une certaine note x. Voilà. Telle que les notes.
Si je prends un élève au pif, il a une certaine note n, c'est ça ma variable, c'est pas x ma variable. Enfin, la variable aléatoire, tant pour moi. Ça, ça, c'est une inconnue, si tu veux, que je cherche. Ça, c'est une variable aléatoire. C'est-à-dire, si je prends un élève, les notes des élèves, elles sont variables d'un élève à l'autre. Mais si je prends un élève donné, il a une note n. Un élève au pif, il a une note n. Donc, je veux quel que soit, enfin, pas quel que soit, je veux voir la probabilité de l'événement. euh, une note, une note d'un élève est supérieure, enfin, la note aléatoire d'un élève est supérieure à ce minima qui est x. Il faut que cette probabilité soit 65%. Donc, je cherche ce x là. Et ça, donc j'ai une loi binomiale, sachant que n suit une loi binomiale 20, 0, 6 quelque chose. 0, 6, 1, 5. Ok. Alors pour faire ça, en terminale, t'as pas les outils pour le faire tout seul. C'est une intégrale, enfin ouais, c'est une somme de. Faut sommer sur tous les x entre x et 20 en fait. Ouais, donc je pense qu'il y a moyen. Je suis pas très féru. Je pense qu'il te demande de le faire. Hein. Je pense que c'est avec la calculatrice que tu calcules ces trucs-là. Soit avec la calculatrice, soit s'il y a une annexe. Soit s'il y a une annexe au. Il n'y a pas d'annexe. Avec des tables en fait. C'est des tables statistiques en fait. Donc ça, je vais mettre ça, table. Il faut voir la table de la loi binomiale 20, 0, 6, 15 et donc tu as tous les tables statistiques. Je vais mettre donc calculatrice. Ensuite, on me dit, on interroge au hasard 10 étudiants. Alors attends, tac, 5. On interroge au hasard 10 étudiants. Ok, j'en prends 10. Enfin, il y en a 10 et j'en prends un par un, je leur demande. On leur demande quoi? Les variables aléatoires n modélisent la note sur 20. Ouais, on interroge. Enfin, ok. Ah, ok, n c'est la note, ce qu'on disait, ouais. Donc, on interroge. Pourquoi ils disent on interroge? Ok. Les variables aléatoires n1, n2, n10 modélisent la note sur 20 obtenue à l'examen par chacun d'entre eux. Ok. Ok. On admet que ces variables sont indépendantes et suivent la même loi binomiale 20, 0, 6, 15. Ok. Soit S la variable définie par S égale N1 plus N2 plus. Ok, moi je veux mesurer. On prend 10 étudiants au hasard et on veut mesurer, on veut travailler sur la variable qui est la somme de la note du paquet de 10. Je prends des paquets de 10 au hasard des étudiants, je prends un paquet de 10 au pif, et moi je veux mesurer, quel que soit le paquet de 10 que je prends, la somme des notes de chacun. Je me casse pas la tête. Ok. Calculer l'espérance de S. Ok, si tu veux. Donc, espérance de S avec un A. Donc, dire espérance de S, bah, j'écris ce que c'est qu'être espérance de S. S, c'est la même chose que N1 plus N2 plus N10. Donc, c'est la même chose que dire espérance. Je remplace, hein. Parce que S qui vaut, parce que je sais que S, ça vaut N1 plus N2 jusqu'à N10. Donc, je remplace jusqu'à N10. Je sais que l'espérance est linéaire. Donc, c'est-à-dire espérance de A plus B, c'est espérance de A plus espérance de B. C'est une propriété de la fonction de l'espérance. En plus, les variables sont aléatoires, donc tout va bien ici. Attends, les variables aléatoires. Excuse-moi, pas les.
Les événements sont, enfin, Alors attends, on note les variables aléatoires N1, N10, N2. Ouais, il n'y a même pas une notion. Ouais. Les variables, elles sont indépendantes. Ouais, on nous le dit. Les variables sont indépendantes. Mais là, en fait, c'est même pas l'indépendance. Je pense que c'est l'histoire simplement de linéarité de l'espérance. Donc, espérance de N1 plus N2 plus N1 jusqu'à N10. Euh, ça vaut. Donc, on va dire que ES, ça vaut espérance de N1 plus espérance de N2. Tac, tac, tac. Plus espérance de N10. Et là, je mets. Ok. Donc, je réécris ES. Donc, espérance de N1, N2, H1, N10. Comment j'obtiens l'espérance? Bah, je sais que bah, cette variable aléatoire, elle suit une loi binomiale 20, 0, 6, 15. Et donc là, tout de suite, dans ma tête, une loi binomiale, ouais. Donc binomial 20, binomial NP. Ça, c'est du cours, je connais par cœur. Donc pour une loi binomiale NP, je sais que l'espérance, une variable, je sais pas moi, n qui suit une loi binomiale NP, l'espérance de n, c'est n fois p. Donc là, je sais que ça, c'est 20 fois 0,615. Plus, pareil, elles suivent chacune la même loi, donc plus 20 fois 0,615, etc., etc. Et ça, c'est combien? Bah 10 fois, jusqu'à E10. Plus 20 fois 0,615. Et donc ES, finalement, c'est 10 fois cette somme. J'ai sommé 10 fois ça, donc c'est finalement 10 fois 20 fois 0,615. C'est 10 fois ce truc-là. Ok. Et donc là, je fais le calcul. Donc je dis que ça vaut 200 sur ma calculatrice. Je fais 200 20 fois 10 fois 0,615. Et j'ai 1, 2, 3, 123. Ça me fait 1, 2, 3. Ça me fait 123. Euh, Oui, oui, oui. Oui, c'est logique. Je me disais peut-être comment l'espérance peut faire 123 alors, sachant que c'est une note. Non, c'est pas une note. C'est l'espérance d'une somme de notes de 10 personnes. C'est comme si je te disais, si tu divises par 10, ça te fait 12,3. Enfin, c'est pas vrai de dire ça, mais. En fait, une note est entre 0 et 20. Si je somme 10 fois des notes de 10 élèves indépendants, je somme leurs notes, je sais que je peux espérer obtenir 123. C'est comme si chacun avait obtenu 12,3 quelque part. C'est assez cohérent. C'est assez cohérent. Calculer l'espérance. Ouais, ça j'ai. La variance de la variable. Donc ça pareil, variance, je me casse pas la tête. Il n'y a pas de surprise pour le coup ici. Parce que c'est de la loi binomiale. C'est de la variance de loi binomiale. Donc c'est var de S, c'est pareil. Donc c'est la variance d'une somme. Variance de N1. Et ça c'est du cours. C'est de la propriété de loi binomiale. Donc ça c'est. C'est quoi déjà? La variance d'une. J'ai oublié. J'ai complètement zappé. Variance d'une somme. Attends, attends. La somme, attends. Je sais que. Je sais que la. Attends, sur l'espérance. Sur l'espérance. Ta. Ah oui, ouais, ouais, je me rappelle. Donc en gros, tu as la variance d'une somme lorsque les variables sont indépendantes. Ça vaut la somme des variances. Variance de N1. Si elles n'étaient pas indépendantes, je pourrais pas faire ça. Ça, c'est du cours. Car, car les variables aléatoires sont indépendantes.
Pour le coup, c'est pas de la linéarité comme avant. Parce que pour le coup, la variance n'est pas linéaire comme fonction. Mais par contre, comme les variables sont indépendantes, elles se... comme chacune des variables est indépendante, la variance de... quelque part, calculer la variance de la somme, et si j'avais n1 plus n2, ce qu'elle va apporter n2 à n1 ne l'affecte pas dans sa manière de se distribuer. La population d'élèves n1 est pas affectée par la population d'élèves n2, donc c'est normal que la variance du groupe, enfin le groupe varie comme chacun varie, quelque part. Le groupe s'écarte à la moyenne comme chacun s'écarte à la moyenne. Enfin, chacun apporte sa contribution unique, mais ça c'est du cours, à l'écart à la moyenne. Bref, la variance d'une somme, c'est la somme des variances quand les variables sont indépendantes. Et là par contre, c'est une variable de. Pardon, c'est une variance de. Tac tac tac. De loi de Bernoulli. C'est pas Bernoulli. D'une loi binomiale. Et ça, c'est du. Donc je me rappelle, je sais plus. Donc c'est une variance. Si je prends une variable n qui suit une loi binomiale, donc ça va être de paramètres np. Eh bien, ça sera. Tac 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 tac. Ça sera npn moins p. 1 moins p. Pardon. np fois 1 moins p. Donc ici, en l'occurrence, donc j'aurai du 20. Bah, c'est pareil. Mais comme les variables, elles sont toutes, elles suivent toutes la même loi. Donc ça, c'est la même chose que dire c'est 10 fois, par exemple, la variance de n1. Et donc ça, c'est la même chose que dire c'est 10 fois, donc np fois 1 moins p, donc c'était 20 fois 0,6, 15 là. Ok. Fois 1 moins p, fois 1 moins 0,615. Ok. Et donc là, pareil, donc là, je peux mettre variance de S, variance de S. Et là, je fais mon calcul à la calculatrice. Dans 2 secondes. Tac, tac. Je vais ma calculatrice. Donc, 1, je commence par 1 moins 0,615, 0,385 fois 200 fois 0,615. Et là, j'ai 12,32. Ah, bah, ça me rappelle moins 2,3 ça. Ok. Ok. Ça me fait 12,32. Ce qui est important ici, c'est la justification. Enfin, c'est se rappeler de cette formule-là. Et c'est aussi cette justification qui est hyper importante. Et ensuite, on considère la variable aléatoire m égale s sur 10. Ah, pour le coup, c'est carrément la moyenne. D'ailleurs, m, c'est comme moyenne, soit dit en passe. Toutes les lettres ici n'ont pas été choisies à hasard. Q, R, M, S comme somme, M comme moyenne. Ok, c'est plutôt bien fait comme sujet. On considère la variable aléatoire m égale s sur 10. Donc s, on se rappelle que c'est la somme. Je prends un pool de 10 élèves au pif, je somme leurs notes, et je divise par 10. Enfin, c'est la définition même d'une moyenne. Ok. Je prends n élèves, je fais la somme de n divisé par le nombre de. Enfin, la somme des notes divisée par le nombre d'élèves, et j'ai la note moyenne de la classe, si tu veux. Que modélise cette variable aléatoire m dans le contexte? Bah, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, on a ici simplement dans l'interprétation de l'énoncé, les réponses coulent de source juste en interprétant l'énoncé. Donc on considère que la variable aléatoire m, elle voilà, se définit comme étant s sur 10. Que modélise cette variable? Donc on va dire la variable aléatoire m modélise, bah, je sais pas moi, la moyenne, la note moyenne. Bah, modélise la note moyenne. Pff,
La note moyenne, je sais pas, moi je mettrais la note moyenne de... la vraie valeur, on dit la note moyenne. Pas la note moyenne de paquet de 10 étudiants, quoi. La note moyenne de groupe de 10 étudiants. Dans le contexte de l'exercice. Sur la première partie, je vois pas trop ce que ça représente. On va pas parler de moyenne sur la première partie. Euh, Ouais, je pense qu'ils veulent juste que tu remarques que c'est une moyenne. Sur la variable aléatoire, je l'en prends 10 au hasard. C'est ça. Justifier que EM égale 12,3. B. EM. Donc l'espérance de M. Ok. Donc espérance de M qu'on veut calculer. Espérance, moi tout de suite je développe. Je sais que M c'est S sur 10. Ok. Donc c'est par définition dans l'énoncé. C'est la seule chose que j'ai retenue, c'est M égale S sur 10. Donc je sais que... Alors pour le coup c'est une propriété de l'espérance. On rappelle que l'espérance d'un nombre réel fois x, c'est A fois espérance de x. Encore une fois, par linéarité de l'espérance. Linéarité de la fonction espérance. Donc ça vaut E de S, 1/10 de E de S ou E de S sur 10. Okay. Et or, E de S, on l'avait calculé avant. E de S, c'était moins 1, 2, 3. J'ai pas oublié. Donc c'est 1, 2, 3 sur 10. Et là, on retrouve... Ah bah, on retrouve... Bah, je vais l'écrire ici comme ça. Donc E de M, ça vaut 12,3. Okay. J'ai simplement invoqué égale E de S sur 10. Je vais le mettre ici. Ça, je l'aurais pas mis sur ma feuille, mais ça, je le mettrai sur ma feuille. Attends, ça, je le mets en aparté. Mais je mettrai ici par linéarité de la fonction ou de l'espérance. Par linéarité de l'espérance. Je vais mettre comme ça. Avec un A. Ok, donc E de M, j'ai. Ensuite, on me dit V de M. Bah, variance, c'est pareil. Je dirais. Donc là, j'ai ça. Là, je vais faire ça. Variance. Ah, pour faire joli, j'aurais pu mettre ici espérance de M et variance de M. Donc là, je mettrai var M, pareil. Je remplace M par ce qu'elle représente. Ouais, S sur 10. Et je sais par contre, là, pour la variance, la propriété de la variance de A fois X, par contre, c'est A au carré fois variance de X. Pour sortir un coefficient de ta variable, tu le mets au carré quand c'est la variance. Donc là, ça sera 1 sur 10 au carré, fois, je mets directement 1 sur 10 au carré, var de S. Ok. Donc variance de M, c'est var de S sur 100. Et donc variance de M, c'est var de S, on l'avait juste avant, je crois, 12,32. Sur 100. Je dis des bêtises ou pas? 0,47,355, pourquoi c'est pas ça?
Alors, est-ce que je m'étais trompé quelque part ou pas, hein? Variance de S sur 10. Donc c'est variance de S sur 1 dixième au carré, donc ça c'est bon. Le sur 100 il est bon. Ça voudrait dire. Ça voudrait dire que variance de S c'est 47. Comment j'ai calculé variance de S là? Ouais, ça j'ai fait à calculatrice. Variance de N1. C'était une variance de loi binomiale, on a dit, hein. Donc c'était NP fois 1 moins P. Ouais, c'est bon. 12,32, c'est bon. Donc variance de M, on a fait variance de S sur 10, 1 sur 10 au carré, 12,32. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, 12,3. 12,3, j'ai trouvé 12,3 ou pas? Ça, j'ai trouvé. Ça, c'est cool. Variance de M, 0,47, 3,55. Je me suis gouré dans variance de A plus B. C'est quoi la variance de A plus B? Non, c'est bon. Non, c'est bon, la formule est bonne. Alors, alors il est où? 0,47, 355. Attends, la seule raison que je vois, c'est que je me suis trompé dans ma formule de calculette. En 2 secondes. Il est où mon truc? On a dit c'était 1 moins ça. Je me suis trompé. C'est pas 12. Je sais pas comment je me suis débrouillé. En fait, ça, c'est pas 12,32. Tant pour moi. J'ai refait le calcul. Ça, c'est 40. What? Je sais pas comment je me suis gouré de calcul. Ça, je me suis trompé. Ça, c'est 47. En fait, avec mon portable, j'ai fait ce calcul-là. Qu'est-ce qui m'a sorti? Tout à l'heure, il m'a sorti. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarrissime. Bon, bon, écoute. Tant pour moi. Donc ça fait 47,355 ce calcul. Je viens de le refaire. Et donc ça, c'est... attends pour moi. Attends, ça c'est... donc ça, ça c'est 47,355 sur 100. Et donc ça fait... bah là, je vais le mettre là. Je fais une erreur de frappe. Ça arrive. Donc ça, ouais, on s'en fout. Ok, bon. Sur 100... Ouais, il fallait arrondir au... là, donc 0,3, 3,74. Lui, il voulait quoi? Ouais, c'est ça. Bah, je garde les 2,55. Donc là, je suis bien. Là, je m'étais simplement trompé. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a une parenthèse. Enfin, je sais pas. J'ai mal fichu un truc. Peut-être au lieu d'écrire 6,15, j'ai écrit 1,15. J'en sais rien. C'est pas 12,32. Donc là, c'était 47,3. Et donc là, juste à reporter. Donc tout était bon. J'ai fait une erreur de calcul. On est parti. Comme quoi, on panique pas, hein. Comme quoi, enfin voilà, vraiment, tu paniques pas le jour de l'examen. Tu fais ton truc. Tu as un truc qui est pas cohérent, tu reviens, tu poses par élimination. Tu vois, je me suis dit, d'abord, j'ai questionné ma formule ici. Mais non, ma formule, je la connais solide. Je sais que ça fait sens. Donc forcément, le résultat, il vient du calcul d'ici. Et voilà. Ouais. Ouais. Donc on avance.
Ensuite, j'ai... Je suis où là? Je suis là. Donc, à l'aide de l'inégalité de bien-aimé Chebyshev, le bien-aimé, tu m'étonnes. Justifier l'affirmation ci-dessous. La probabilité que la moyenne des notes de 10 étudiants pris au hasard soit strictement comprise entre 10,3 et 14,3 est d'au moins 80%. Ok, donc il y a deux choses. Un, il me dit tu vas utiliser bien-aimé Chebyshev. Donc voilà, il me dit tu vas utiliser ça pour vérifier ça. Pour vérifier que P de quelque chose, donc probabilité que moyenne des notes de 10 étudiants pris au hasard, donc ça c'est exactement M, hein, par définition. Hein. Et où M? M c'est ça. C'est pour ça qu'on m'a demandé ici. Que modélise cette variable aléatoire M dans le contexte? Et d'ailleurs, attends, tiens, pour le coup, du coup cette phrase elle répond à la question en fait. Donc la réponse à cette question ça doit être la moyenne des notes de 10 étudiants, enfin, ouais, la moyenne des notes de 10 étudiants pris au hasard. Et nous on a répondu, la variable aléatoire M modélise la note moyenne de groupe de 10 étudiants. On n'a pas mis au hasard, mais c'est ça. C'est exactement ça. D'ailleurs, je vais même me le rajouter après. Je vais même le rajouter après. Oups, on n'a rien vu. Parce que à la question d'après, ça m'a permis elle est bonne ma réponse, hein. Mais de la rendre plus précise. Enfin, pour moi, c'était sous-entendu, mais c'est vrai que c'est plus précis de l'ajouter. En vrai, je suis même pas sûr qu'il y ait besoin. La note moyenne de groupe de 10 étudiants, ouais, voilà. Bon, ok. Donc finalement, oui. Donc tout ça pour dire, ça c'est P de M, soit strictement compris entre ces deux nombres. Que, probabilité pour que M soit strictement compris entre ces deux nombres, elle soit au moins de 80%. Donc on va écrire ce que dit l'énoncé. Donc l'énoncé dit, c'est quelle question ça? 6C. Donc on recherche. Ah, je suis désolé, ma tablette est horrible pour écrire. En fait, j'ai une tablette de très mauvaise, enfin de bas de gamme en fait, tablette tactile qui fait que voilà, j'ai pas de précision à l'écriture. On cherche à déterminer, euh, à déterminer, c'est pas déterminer, on cherche à justifier. Donc on recherche à justifier que probabilité, on avait dit que M soit entre deux distances, ce soit au moins 80%. Donc ce soit supérieur au minima 80 voire plus. Supérieur ou égal à 80. Et M c'était entre 10,3 et 14,3. Ok. Et on me dit, on me donne un indice. Ça c'est ce que je cherche à des. Il faut que j'arrive à ça, en gros. On cherche à justifier ça. C'est ça la question. À l'aide de l'inégalité, justifier l'affirmation. Là on me la donne entre guillemets. Moi j'ai réécrit la même chose. En fait cette phrase en français, c'est la même chose que cette phrase en mathématiques. Ok. La probabilité, c'est exactement ça. La probabilité, cette phrase entre guillemets, c'est hyper joli en vrai. Elle est synthétisée par cette phrase en mathématiques. La probabilité que M, c'est-à-dire la probabilité que la moyenne des notes obtenues par des étudiants pris au hasard, soit comprise entre 10,3 et 14,3 est supérieure à 80%. La probabilité que la moyenne des notes des étudiants... C'est exactement ça. Donc on a réécrit l'énoncé de manière mathématique, maintenant on va le prouver avec bien-aimé Chebyshev. Donc moi maintenant, je vais juste me reposer, de me dire qu'est-ce qu'elle dit l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. On va dire. Qu'est-ce qu'elle dit bien-aimé Chebyshev? Elle dit l'inégalité. Pour l'instant, je me note ça comme un brouillon. Hein. Je mets pas ça sur ma feuille parce que je sais pas comment je vais l'utiliser. L'inégalité de bien-aimé. Je sais même pas comment on écrit bien-aimé. Bien-aimé avec un Y évidemment. Chebyshev affirme. Elle affirme que, en gros, elle dit que la probabilité
Si je prends une variable aléatoire x et que je l'écarte de la moyenne, donc la probabilité de, voilà, alors attends, pour moi, que x écarté de la moyenne soit supérieur à un certain nombre a, positif hein, forcément, ça c'est supérieur, enfin pardon, ça c'est égal, je dis pas de bêtises, à, non, ça c'est égal à variance au carré sur a au carré. C'est ça l'inégalité. Ok. Donc la probabilité que x moins ex en valeur absolue soit supérieur ou égal à a, c'est égal à la variance de x au carré sur ce a au carré, ce paramètre a. Ok, donc, alors, plusieurs façons de le voir. Donc moi, je veux arriver à ça, hein. À la fin, je veux arriver à ça. Et je veux utiliser ça. Ça, je sais que c'est vrai. Ok. Donc ici, déjà, moi, ma variable, en l'occurrence, c'est pas x, je travaille sur du m. Donc là, x devient m, tout de suite. On travaille, là, c'est le cas général. Donc je sais que nous, on va utiliser pour m. Donc je vais utiliser ce que je sais. Donc si j'applique bien-aimé Tchevichev à m, donc je vais dire appliquer à la variable m, donc l'inégalité s'écrit. Je vais tenter ça, hein. Je vais tenter d'écrire l'inégalité simplement pour la variable m, le cas le plus simple possible. Donc je veux dire, l'inégalité appliquée à m, elle dit que la probabilité, pareil, j'applique la formule, j'invente rien. Donc m moins espérance de m, ça je l'avais avant, 12,3, supérieur à un certain a, c'est égal à la variance de m au carré. Non, excuse-moi, c'est pas la variance de m, c'est la variance de m sur a au carré. Ça c'est l'inégalité, autant pour moi. C'est la variance sur le paramètre au carré. Donc la variance de m, c'est 0,47 sur un certain a au carré. Ok. Ok, donc ça c'est le cas général. Ensuite, moi je vais me rapporter à ça. Alors moi, ce qui change, j'ai un 80%. Alors, j'ai un 80%. Et j'ai surtout un 10,3 et 14,3. Est-ce que je peux l'utiliser ici, tu vois? Et l'idée, effectivement, c'est de choisir un A particulier. Parce que là, j'ai écrit le cas de l'inégalité de manière générale, mais ça, c'est un A. Donc, c'est tous les cas. Enfin, c'est quel que soit le A possible, hein, quel que soit le A positif. Moi, je veux choisir un A qui me ramène à ça. Donc, je vais essayer de travailler sur cette partie valeur. Déjà, là, j'ai une valeur absolue, alors que là, j'en ai pas une. Donc, je sais qu'il faut que je pète quelque part. Il faut que je pète les valeurs absolues. Donc, c'est une piste. Dans tous les cas, il faudra que je le fasse. Donc, je vais essayer de travailler en pétant les valeurs absolues. Est-ce que ça me fait apparaître un A qui m'intéresse ou pas? Ok, cool. Nous, on veut justifier ce truc-là. Donc, c'est ça que je veux faire apparaître. Maintenant, qu'il soit supérieur à 80% ou pas, j'en sais rien. Mais je vais partir de là. Je vais essayer d'étudier cette quantité. 10,3 m. Tac, tac, tac. On va dire. Ici, je vais dire que 10, c'est 10,3. 10,3 m inférieur à m inférieur à 14,3. Ça, c'est la même chose que dire. C'est équivalent à dire. Si je soustrais à gauche et à droite, euh, je vais faire apparaître un m-12,3. Tu vois. Donc si je fais apparaître, si je soustrais ici 12,3, je fais apparaître un 12, mon m-12,3 qui va me ramener à l'inégalité. Donc je vais soustraire partout. Hein, j'ai le droit dans mon inégalité.
Ça, c'est pas faux de dire ça. Ok. Donc si je pars de là, si je dis que M est entre 10,3 et 14,3, ce qui était dans ce qu'on cherche à l'endroit d'où on part, on cherche cette probabilité-là, et on cherche à démontrer que cette probabilité-là, elle est supérieure à 80. Mais je pars de là, je pars de cette probabilité que je veux étudier, cette quantité-là. Donc je pars de ça, et moi je veux faire apparaître mon bien-aimé mon égalité de bien-aimé de Chebyshev. Et mon inégalité elle se stipule à m au moins 12,3. Donc, enfin, intuitivement, je vais essayer de faire apparaître déjà cette quantité. Donc, à partir de là, je vais partout soustraire 12,3 à chacun des termes de l'inégalité et je conserve l'inégalité, il n'y a pas de problème. Donc, je simplifie. Donc, ça va m'amener à quelque chose comme moins 2 inférieur à m. Voilà, et là, c'est bon. Là, je l'ai. Ça, par définition, par définition, ça me dit, c'est la définition même de la valeur absolue, ça dit que m moins 12,3 en la valeur absolue est inférieur ou égal à 2. C'est la même, enfin, une espèce de, il y a une équivalence entre les deux notations. Ok. Donc, alors attends, j'ai réfléchi à mon argument. Qu'est-ce qui m'amène là? Moi, je veux étudier cette quantité. Ouh là. Je vais étudier cette quantité-là. Donc, la probabilité que m soit entre 10,3 et 14,3, voilà, c'est ça. C'est la même chose que de dire, c'est équivalent. Donc dire la probabilité de dire que oui, parce que ici c'est pour le coup c'est plus des lignes d'égalité, mais c'est des lignes d'équivalence. Ok. Dire m est entre 10,3 est équivalent à dire que m au moins 12,3 est entre ces deux nombres. C'est équivalent à dire que m moins 12,3 est entre moins 2 et 2. Et c'est équivalent à dire que m moins 12,3 valeur absolue est inférieure à 2. Ok. Donc quelque part dire probabilité que m soit compris entre 10,3 et 14,3. Tac, 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 tac. Ça, c'est la même chose que de dire probabilité que valeur absolue de m, bah, m 12,3 en valeur absolue. Probabilité de m-12,3 en valeur absolue inférieure à 2. Ok. C'est la même chose. Et donc, mais or, P de m moins 12,3 inférieur à 2, ça, je le connais, cette valeur, parce que ça, c'est exactement ce que me dit l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. P de m moins l'espérance, en l'occurrence ici 12,3 c'est l'espérance, c'est exactement ça. Donc j'ai fait apparaître un P de m moins son espérance inférieur à un certain A qui vaut 2, et ça, je sais que ça vaut 0,47355 sur mon 2 au carré. Okay. Et donc là, j'ai écrit que m de 10,3 inférieur à m inférieur à 14,3, c'est égal au résultat de cette opération. Okay. Parce que écrire ceci, c'est équivalent, c'est la même chose que écrire ceci, parce que la quantité à l'intérieur ici, elle dit la même chose que la quantité qui tire ça. Dire ça et dire ça, c'est dire la même chose. Donc calculer la probabilité de cet élément, c'est la même chose que calculer la probabilité de cet élément. Okay. Encadrer m entre 10,3 et 14,3, c'est la même chose que dire que m en valeur cette valeur absolue est inférieure à moins 2. Que m se balade, cette écriture-là, c'est enfin, c'est du cours, hein, c'est la définition même de la valeur absolue de cette notation. Écrire cette notation-là, ça veut dire que m se balade entre 10,3 et 14,3. Ouais, c'est ça. C'est en grosso modo m, donc la moyenne. C'est comme si je disais, je prends en moyenne m, il va se balader entre deux points. Mon m, il peut être n'importe où ici.
Et ben moi, une façon de l'écrire ça de manière intelligente, soit je dis mon M, j'ai une variable aléatoire, elle est quelque part là-dedans, pour faire mon 80% là en l'occurrence. Moi, je veux mesurer en tout cas, je veux mesurer cet événement-là. Tu vois, cet événement, probabilité que M soit dans cet intervalle. Quelle est la probabilité que M soit là-dedans? Et moi, je vais dire, je vais être malin. Je vais considérer la même chose. Je vais dire que c'est la même chose que de dire, j'ai le même intervalle. Je vais prendre une moyenne fictive. Je vais prendre une moyenne. Ah non, pardon. L'inégalité bien aimée de Chebyshev, elle dit si en particulier ce que tu observes, là c'est ta moyenne de M, et tu dis que ben, si tu décales ici de moins 2 ici et de plus 2 là, donc toute cette distance, enfin de EM moins 2 et de EM plus 2, EM moins 2 jusqu'à EM plus 2, ces deux points ici. Donc si ta variable elle se balade là, alors tu peux dire que la probabilité, donc c'est exactement ça, que ta variable M, elle soit entre EM-2 et EM plus 2, tu vois, c'est la même chose que dire, ça par définition de la valeur absolue, ça c'est la même chose que dire que P, enfin, Velimiu-Chebyshev, il dit, ben, si tu te balades là-dedans, alors ça vaut, pardon, la probabilité que ça vaut essentiellement, donc ça va valoir ta variance au carré sur le 1A au carré. Et la probabilité que, ici, si tu reprends ton truc, ton inégalité de Chebyshev, voilà, ça, on retrouve ici. Donc ça dit que ça vaut variance et carré sur ton, pardon, sur ton facteur alpha là, de moins A plus A. Donc tu t'écartes de la moyenne entre moins A et plus A. Chebyshev il dit bah ça vaut V carré sur A carré. Variance au carré sur A carré. Voilà, pour parenthèse fermée. Donc du coup, tout ce bazar, je sais même pas si je pourrais tout supprimer, je pourrais pas, c'est pas grave. Donc en gros l'idée, donc maintenant on a retrouvé notre truc. Ici c'est dire, euh, ici on calcule, donc du coup notre quantité, et donc on voit que ici à la calculatrice ça va faire, alors attends, 0,47355 divisé par 2 au carré c'est 4. Pardon. Alors attends, si pas de bêtises. Toc toc toc. On va reprendre notre truc. Je parle trop du coup, en essayant d'expliquer, je perds le fil de mes idées. Alors, P de M entre 10,3 et 14,3. Donc ça, je fais le calcul. C'était variance sur mon alpha au carré. Donc là, mon alpha, c'est 2 en l'occurrence, qui vient de mon décalage ici. Donc 2 au carré, je fais le calcul. 0,47355 divisé par 4. Alors, attends, je fais multiplier 355 divisé par. Là, j'obtiens 0,1183,8. Oh no, the car exploded! Ok. Ça n'a pas l'air bon parce que moi j'ai envie que ça ce soit supérieur à 80%. Ah! Ah ah ah. Attends. Attends. Euh... Attends. Sauf que. Ouais. Alors là j'ai écrit quoi? Donc là j'ai écrit ça, hein. Donc là on a écrit que P de. P, alors la probabilité que M soit entre 10,3 et 14,3. Alors, nous, ce qu'on cherchait à savoir. Hop là. Alors. Oui, ouais. Donc, nous, ici, en fait, enfin, le souci. Alors, où est-ce que.
Tu vas voir comment ça va se réconcilier cette histoire. Donc, nous, on a écrit, donc, on a dit, on est parti, voilà. Appliqué à la variable m, l'inégalité s'écrit probabilité de m moins 12,3. Donc là, je pars juste de l'inégalité de Chebyshev, je pars pas de mon problème. Je pars pas de ce que je cherche ici. Je pars de l'inégalité, je dis, bah, si j'arrive à retrouver ça, je peux écrire ça. Ok. Donc nous, on est reparti de m. Donc on dit, nous, on cherche à calculer cette quantité, on veut montrer qu'elle est supérieure ou égale à 80%. Donc je vais chercher cette quantité. Donc là, cette fois, j'utilise ce qui est à l'intérieur de l'argument. Donc c'était P de ça. Donc à l'intérieur de l'argument, il y avait ce truc-là. Donc j'étudie ce qu'il y a là-dedans. Donc je dis que M est entre 10,3 et 14,3. Je dis que c'est équivalent, si je soustrais de tous les côtés 12,3, à moins 2 M moins 12,3. Ok. Sauf que ici, l'espérance, elle est là. Ok. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est pas vraiment du Chebyshev. En fait, c'est faux de dire ça. En réalité, ça, si je reprends bien l'inégalité de Chebyshev, elle me dit c'est la probabilité de x moins EX supérieure ou égale qui vaut ça. Ok. Donc là, je suis allé un peu vite parce que je parlais trop. Donc jusque-là, tout ça c'est bon. Donc tout ça c'est bon. Donc là, j'ai soustrait. Donc je suis parti de l'argument, j'ai soustrait, j'ai simplifié. Donc j'ai simplifié. Il me restait. J'ai dit que ça, c'est la même chose que dire valeur absolue. Ça, c'est bon. Et donc là, je reviens à mon truc. Donc je dis que P de M entre les deux, c'est la même chose que dire P de M moins la moyenne en valeur absolue est inférieure à 2, ça c'est bon. Mais là je peux pas appliquer Chebyshev. Parce que Chebyshev ça dit que P de M moins espérance est supérieur ou égal à 2. Tu te rappelles? D'ailleurs. Et nous on a ici un inférieur ou égal à A. Mais sauf que c'est pas très compliqué. Ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire que ici, donc ce qu'on va dire c'est que nous ce qu'on a montré, attends je vais le réécrire où? Je vais occulter tout ce point-là, ok? Comme ça. Donc je vais repartir de là. Donc ça c'est... Bon pour le coup c'est pas bon. Enfin, ouais, ça c'est pas bon. Donc je vais repartir tout ce point-là. Donc jusque là c'est bon. Je vais repartir en bas et je vais dire que la probabilité... Nous on est arrivé au fait que probabilité de M moins espérance de M, donc le 12,3 en valeur absolue. Tac tac. Inférieur ou égal à 2. Ok. Et on a dit que ça, c'était la même chose que ce qu'on cherchait en fait. Ok. Sauf que ici, donc nous pour appliquer l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, moi je veux que ça soit supérieur à 80% à la fin. Sauf que là je peux pas appliquer l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev parce qu'elle s'applique que lorsque la m moins l'espérance de m est supérieur ou égal à est supérieur à 2. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que ça, c'est la même chose que dire 1 moins p de m moins espérance de m en valeur absolue est supérieur à 2. Ok. Et d'ailleurs, attends. Ah, elle soit strictement comprise, soit dit en passant. Strictement comprise entre 10,3 et 14,3. Donc eux, ce qu'ils me demandaient ici, c'était un inférieur strict. Attends pour moi. Non, pardon, c'est ici. Voilà. Donc ça, c'est un inférieur strict, c'est pas un inférieur ou égal, ok? Donc comme c'est un inférieur strict, donc ici, il n'y a pas d'égal. Donc ici, c'est pas un égal. Parce qu'il y aurait eu des égales ici, on aurait pu mettre inférieur ou égal. Donc là, c'est strict. Oh là. Donc là, on enlève tous les égales en fait dans ce calcul. Donc ici, ça dit que valeur absolue, elle atteint pas le 2. Pour atteindre le 2, il faudrait que m soit égal à 14,3 pour atteindre le 0. Pour atteindre le 2, enfin pardon. Pour que 14,3 moins 12,3 ça fasse 2 et 2 égale 2. Donc le 2 n'est jamais atteint, les bornes ne sont pas atteintes. Et c'est ce qui est écrit ici. Donc il soit strictement comprise.
Donc là, on met strict. Donc il n'y a pas de... On n'a pas d'inférieur ou égal, donc on est strict. Ce qui nous fait arriver ici sur un valeur absolue strictement inférieure à 2. Cool. Si bien que quand j'ai un valeur absolue strictement inférieure à 2, moi pour faire apparaître mon Chebyshev, je vais faire apparaître un supérieur ou égal, donc je vais faire un 1 moins ça. Et donc le 1 moins ça, lui par contre, va me ramener le supérieur ou égal. Ok. Et là c'est pareil, là je recopie le même. Et là, c'est typiquement de l'inégalité bien-aimée de Chebyshev. Okay. Donc là, effectivement, là j'ai ma variance de M sur mon 2, mon A qui est 2 au carré. Et donc là, effectivement, je retrouve le calcul que j'avais fait qui était 0,11838. Donc, enfin là, je calcule, hein, variance de M, c'était 0,47 quelque chose. 47355 sur 2 qui vaut la probabilité que je cherche. Et la question, c'était de vérifier que cette probabilité était supérieure à 0,8. C'était ça la question. La probabilité que la moyenne des notes des soit strictement comprise entre 10 et 3, donc la probabilité du strict, du M strict entre les deux, est d'au moins 80. Je dois vérifier que ça vaut au moins 80. Donc ça, ce truc-là, il faut que ça vaille au moins 80. C'est ça que je veux vérifier en tout cas. Et donc nous, on a dit que ça, c'était 1 moins, je l'avais calculé là, c'était 0,11838, par exemple. Donc ça vaut P, donc pareil, de 10,3 inférieur à M, inférieur à 14,3. Et je fais le calcul, et évidemment, ça, on voit bien que c'est supérieur à 80. Donc ça fait 0,882, arrondi au troisième. Ça fait 0,881612,5, voilà. 0,882, je recopie toute la formule. Et voilà. Et là, on répond par une phrase, parce qu'on nous a demandé de vérifier. Donc on dit, allez là, justifier. Donc l'affirmation 0,882 supérieur à 0,8 qui vaut 80%. Je veux dire donc l'affirmation est bien justifiée. Un dernier élément, là je suis allé un peu vite, mais lorsque j'ai invoqué Chebyshev, il aurait fallu que je le dise. Quel moment je l'ai invoqué? Je l'ai invoqué plus bas. Voilà. Là, il faudrait dire là égal à 1, ça vaut. Et ça, je mets d'après l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. Ok. Il fallait juste l'invoquer. Il faut juste dire qu'est-ce qu'on a utilisé pour remplacer ça par variance de M sur 2 au carré. Et voilà. Et donc voilà. Et voilà. L'idéal arrive à ce résultat qui est 0,882, qui est supérieur à 0,8, 80%. Donc l'affirmation est bien justifiée. Et là, l'exo 1 est terminado, les amigos. Allez, 20 au bac, les amis.